commence mon voyage dans le Grand Est de la France et j'arrive à Metz, la capitale de la Lorraine et du judaïsme ashkénaze, qui s'est développé dans tout le nord d'Europe, de l'Angleterre, de la Pologne, du Danemark, jusqu'à la plaine du Pô, en Italie. La présence des Juifs à Metz date du 1er mai 888. Et on connaît même le premier nom d'un Juif qui est parvenu à Metz en 945. Il s'appelait David et il possédait des vignes. Je suis la rivière de la ville, la Moselle, et j'arrive à la synagogue. Bonjour Henri Schumann. Oui. Je suis content d'être à Metz, dans cette région très riche pour le judaïsme français et surtout on est dans le Grand Est ici, non? On est dans le Grand Est et c'est une ville. Les premiers Juifs sont arrivés à Metz en 1800. Les premiers Juifs sont arrivés à Metz. Il y avait 4 familles juives. 4? Tout au départ et après, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir plus que 4 familles juives dans toute la France. Et après, il y avait beaucoup plus de Juifs à Metz qu'à Paris. On est arrivé en 1750, il y avait plus de 20 000 Juifs à Metz. C'est énorme, c'est énorme. Pour l'époque, c'est beaucoup. C'était énorme. C'était plus important que Paris. C'était une des plus importantes communautés de France. C'était la première. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait des grands rabbins qui sont tous passés à l'époque par Metz. Parce que c'était une ville juive, une ville de Torah. Mais les Ashkénazes n'étaient pas religieux, mais ils étaient traditionnels. L'année 1000 est une époque extraordinaire pour le judaïsme dans le Grand Est de la France. Sous l'influence de Rachid III, même à Metz, il y aura beaucoup de talmudistes. Son petit-fils, Jacob ben Meir, dit Rabbeinu Tam, est à l'origine de l'école des Tosafistes, un terme hébreu qui signifie addition. Ils ont écrit les notes critiques sur les commentaires de Rachi et en particulier sur le texte du Talmud. Rabbi Eliezer, fils de Samuel de Metz, surnommé Rehem, est l'un des premiers élèves de cette école, mais il n'est pas le seul. À Metz, on connaît les noms d'autres tosafistes, David et Yehuda de Metz. Malheureusement, comme partout en Europe, même ici, au XIIIe siècle, les Juifs ont subi beaucoup d'atrocités. Et avec l'événement du brûlement du Talmud, l'école disparaîtra. Ici, après la guerre, en 1945, quand les Américains ont libéré la ville de Metz, il y a un soldat américain, il y avait beaucoup de Juifs américains, et ils ont mis un Sefer Torah, un petit Sefer Torah. On a le film. Mais quand on va faire les travaux, moi je vais faire enlever ça. Je suis sûr qu'il est encore derrière. Non. Mais là, je veux pas. Quand on fera les travaux, je vais faire enlever ça. Vous m'appelez, hein? Oui. Je vais être là. Je suis sûr qu'il est encore là. Pourquoi ce serait fermé? C'est vrai. C'est vrai. En attendant de découvrir ce mystère du Sefer Torah, je bouge de la synagogue et je me dirige vers le centre de la ville et dans l'ancien quartier juif. Il n'y a plus beaucoup de vestiges juifs à Metz, mais grâce au nom d'une rue, on sait plus ou moins où ils habitaient. Elle s'appelle rue Juru, qui date de 1160. Au Moyen-Âge, elle était divisée en 3 parties. La petite Juru, l'actuelle rue Juru, la place en Juru, l'actuelle place Sainte-Croix, et la haute Juru, qui allait de la place à l'entrée sud de l'actuelle rue Trinitaire. Comme partout, les maisons des Juifs se développent en hauteur. Généralement, le quartier est une rue étroite avec plein de petites cours. Il y avait tout, la synagogue, la boucherie, la boulangerie, les mikveh, l'école, un peuple, une vie concentrée dans une rue.
Metz est aussi la ville des grands personnages de l'art et de la littérature, comme Gustave Kahn, écrivain, symboliste et critique d'art, et André Schwarzbach, prix Goncourt pour le livre Le Dernier des Justes, premier best-seller mondial de la littérature de la Shoah. Je reviens à hasard qui n'existe pas, mais aux coïncidences. Comme ça arrive presque dans chaque de mes voyages, je termine ma visite de la ville au cimetière. Et quel jour je suis arrivé à Metz? Le jour anniversaire de décès du rabbi Aryeh Leib Ginsburg, connu sous le nom de son œuvre majeure, les Shagat Aryeh, les rugissements du lion, un géant du judaïsme du XVIIIe siècle. Son œuvre a été rééditée 40 fois. Et il était aussi un grand étudiant de la Kabbale. Quelle chance et quelle émotion! La nuit tombe et le moment de quitter Metz est arrivé. Mais je veux profiter encore de quelques minutes ici. La nuit et la vie est belle. Verdun, c'est la ville que tous les Français connaissent par la bataille qui a peut-être le record de pertes. Plus de 700 000 morts, disparus ou blessés au cours de la Première Guerre mondiale. C'est la plus longue bataille de la Première Guerre mondiale et l'une des plus dévastatrices. Ce qui a donné lieu au mythe de Verdun, la mère des batailles. Mais je suis ici pour découvrir une autre histoire, celle de sa communauté juive. Bonjour Jean-Claude Lévy, président de la communauté de Verdun. Exactement. On est dans une synagogue dans un village magnifique. Et donc, quelle est l'histoire de ce village et de cette communauté? Cette ville, en fait, il y a eu pendant le courant du XXe siècle, au début du XXe siècle, beaucoup de Juifs à Verdun, beaucoup de Juifs dans le département, qui sont en fait partis de l'Alsace. Ils ont refusé d'être allemands après le conflit de 1870 et ils sont venus ici en Meuse. Il y en avait même avant, bien avant, puisqu'on retrouve la trace des Juifs à Verdun. Depuis le 2e, 3e, 4e siècle, il y avait déjà des Juifs à Verdun. Ici? Ici, ouais, des Juifs qui étaient partis un peu partout en Europe, qui se sont installés dans une ville où il y a un fleuve pour faire du commerce. C'est ça, donc c'était le commerce. C'est ça. Et c'était quel commerce? C'était plutôt toujours le textile? Oui, tout type de commerce. Tout ce qui pouvait s'échanger, en fait, se faisait souvent avec des gens de communauté juive. Mais bon, passons tous ces siècles-là pour revenir uniquement en 1801, une famille juive de Verdun a acheté ici cet emplacement sur lequel il y avait un couvent. Il est donc sur les fondations d'un couvent ici. Et donc, un juif a acheté une maison pour faire une synagogue, parce qu'à l'époque, il y avait au moins 200-250 juifs ici dans la ville. Mais il y avait une première ancienne synagogue avant? Oui, il y avait une ancienne synagogue avant celle-là, avant celle-ci, en 1801. Toujours ici? Toujours ici. Sur ces fondations ici, qui sont des fondations d'un couvent. Et puis en 1872, il y a eu un bombardement, parce qu'il y avait un conflit entre la Prusse et la France, entre Bismarck et Napoléon III. Bismarck a gagné. Bismarck a eu en récompense l'Alsace et une partie de la Lorraine. Et ici, Verdun a été bombardé en 1872. Et la synagogue a été complètement détruite. Elle a été reconstruite 3 ans après par un architecte ici qui l'a fait exactement comme vous la voyez. Et je trouve une chose intéressante que, comme tu m'as dit, que ici, les consistoire, c'est d'amener des jeunes, les fêtes ou les Shabbatot, pour faire...
En fait, pour la prière. En fait, ils sont toujours prêts. Enfin, le consistoire aujourd'hui est prêt à envoyer des jeunes pour animer la vie des petites communautés. Mais il faut dire aussi que si on a réussi cette opération de restauration importante, puisque le budget de la restauration était très très important, c'est aussi parce que il y existe une synagogue dans une ville à très fort symbole. Verdun est le symbole du premier conflit mondial, avec une bataille en 1916 qui a duré 6 mois, qui a fait plus de 300 000 morts. Donc Verdun, c'est quelque chose qui parle dans le monde entier. Il y a une autre histoire intéressante. Une anecdote. C'est difficile. Okay. Une anecdote particulière que nous avons vécue il y a 4 ou 5 ans ici. Nous avons reçu un Américain d'une 60aine d'années qui est venu avec ses fils, deux garçons, 30-35 ans, et il est venu avec la photo de son papa faisant la bar mitzvah ici dans la synagogue en 45. En fait, c'était un soldat américain qui a donc débarqué en 44 et qui était de confession juive et qui s'était promis que chaque fois qu'il avait l'occasion de libérer une ville occupée par les Allemands, il ferait tout pour encourager le judaïsme, etc. Et quand il est arrivé à Verdun avec son armée, avec ses amis, ils ont nettoyé la synagogue qui avait été souillée par les Allemands et il a fait sa bar mitzvah avec un rabbin qui était là. Il avait 20 ans. Il n'avait pas pu faire sa bar mitzvah à New York. Il s'était promis qu'il la ferait en Europe quand il libérerait l'Europe. Et son fils est venu avec ses petits-enfants ici. Ils étaient tous les 3 devant l'hôtel, plein d'émotions, et il y a la photo de ça? Ils avaient la photo, ils ne l'ont pas laissée malheureusement, ils sont repartis avec. Un soldat américain, la libération de l'Europe, la synagogue de son bar mitzvah, et la famille qui revient exprès des États-Unis pour montrer aux petits-enfants ce lieu sacré. Transmettre la mémoire, c'est ça. Nous sommes venus de Pologne, mon épouse à une certaine année, et moi de mon côté, mais à ce moment-là, mon épouse est partie, donc ses parents sont partis de Pologne et sont arrivés à Paris, et moi, mes parents sont venus de Pologne, ils sont venus à Metz. Bon, et puis donc de Metz, comme il y avait du travail à Lunéville, ils sont partis travailler à Lunéville. Et mon père et ma mère se sont mariés à Lunéville. Et ensuite, on est venu ici à Verdun. Mais entre-temps, on a été réfugiés. Enfin, on a été en zone libre. C'était où la zone libre? C'est-à-dire que la France était coupée en 2. Ah oui, c'est le sud de tout c'est vrai. Et donc, nous avons émigré dans un petit village. Et là où mon père a commencé, il faisait partie de la résistance, et malgré tout, il avait quand même du travail, il travaillait chez les cultivateurs. Et un jour, il est parti en milieu de journée, il a pris son vélo, il est parti aller travailler, il a été arrêté par les Allemands qui remontaient donc d'en bas de la France pour aider justement ici les forces allemandes, pour que parce c'était Das Reich, et donc voilà. Et mon père a été arrêté à un croisement de route. On lui a posé des questions, il n'a pas répondu, il s'est tu, et ils l'ont exécuté sur le champ. Ah, comme ça, direct. Oui. Il a été exécuté comme ça. On l'a pris, on l'a emmené et ils l'ont exécuté 200 mètres plus bas dans un champ. Si mon père avait parlé, nous ne serions pas là. Les personnes du XXe siècle ont tous un lien avec la guerre. Et si on a la chance d'être ici pour la raconter, c'est un miracle. Et pour ça, on a l'obligation de transmettre. La mémoire fait l'identité d'un peuple. Pour le futur, alors, vous avez un rêve ou quand même un projet sur... Oui, certainement, puisque pour nous, si le futur est un petit peu derrière nous, c'est le cas de dire, il faut quand même qu'on fasse tout pour préserver ce patrimoine juif à Verdun, et notamment cette synagogue unique. Donc, nous cherchons aujourd'hui des partenariats, ne serait-ce que dans la communauté. On a besoin de mettre à disposition cet édifice, à la disposition de la jeunesse juive, mais pas que, tous les autres, parce que cet édifice s'inscrit dans un parcours de mémoire
issue du premier conflit, mais également une entité de prière, une structure de prière dans laquelle bon nombre de familles qui habitent à Paris ou qui habitent à Strasbourg pourraient éventuellement bénéficier. Donc nous avons envie de la présenter à toute la communauté de façon à ce qu'ils viennent l'animer et qu'ils viennent en même temps sur les parcours de mémoire du premier conflit. La leçon de la guerre, c'est ça. Se battre et faire vivre une communauté. Rendre le négatif en positif. Le valoriser et raconter les biens. Une synagogue et une choule, une école. Et dans cet espace, la parole est souveraine. La place Stanislas est l'attraction et le point de rencontre de Nancy, une ville jeune, qui avec un étudiant pour 6 habitants est l'une des plus grandes villes universitaires de France. Il y a un autre point de rencontre intéressant, où on peut découvrir une histoire différente, la synagogue. Ciao Alain Lefebvre. Bonjour Israël. Bonjour, donc président de la communauté de Nancy, des Juifs de Nancy, et aussi du consistoire de Nancy, de Lorraine. On est arrivé, on peut dire, on dit en France la capitale de la Lorraine? Non, on dit pas. Oui, ah, oui, capitale de la Lorraine. Absolument. On est dans la synagogue de la ville, magnifique, je ne connaissais pas du tout Nancy. Et tu as beaucoup d'histoires à me raconter. Alors, tu veux commencer par quelle histoire? On va déjà au point de vue historique. Ouais. Je dirais, là, on a les traces de la communauté juive de Nancy depuis le Moyen-Âge, 1126, parce qu'on a des pierres tombales qui ont été retrouvées et qui sont exposées dans les jardins du musée lorrain, qui datent de cette époque-là. Et on a les papiers de l'autorisation royale, ducale même, à cette époque-là, de création d'un cimetière à Laxou. Donc déjà, là, on est certain, création d'un cimetière à cette époque-là. Après, bien sûr, il y a un aller et venu entre les Juifs qui étaient permis de résider à Nancy, puis après chassés de Nancy, puis de nouveau permis, puis de nouveau chassés. Une communauté fixe s'établit, 1754, où il y avait 183 familles, et on a, sur parchemin, écrit à la plume, la création de la communauté juive de Nancy à cette époque-là. Après, moment très important, 1784, première autorisation royale de construire une synagogue en France, car jusqu'à cette époque-là, c'était interdit de synagogue en France. Il y en avait à Avignon, Carpentras, etc. Mais c'était pas la France. C'était des États papaux. Voilà, c'est ça. Tu connais bien. Bien sûr. Et là, le pape permettait, le roi de France ne permettait pas. Donc 1784, autorisation. Nancy prend un certain temps pour construire la synagogue, parce qu'elle n'avait pas les plans. Lunéville a une autorisation 6 mois après, mais a déjà des plans. Donc on construit beaucoup plus rapidement que Nancy. Lunéville est une synagogue qui reste dans son jus, elle n'a pas bougé depuis. Nancy a évolué parce que la communauté s'est agrandie. Et que c'était 3 piliers, en forme carrée, avec les sièges qu'il y a là, qui sont d'origine, qui étaient autour, et la bima au centre. Oui, c'est ça. Typiquement, absolument. une synagogue. Après, dans les années 1840 et 1860, agrandissement de la synagogue en longueur, avec, je dirais, la Rona Kodesh et, je dirais, la bima sur une estrade, et création des bas-côtés et des galeries des femmes. Il y a aussi, on peut dire, un objet très important pour la communauté et pour les Juifs de tout le monde, je dirais. Oui, il y a à Nancy quelque chose de caractéristique qui est un Sefer de Haftarah. On a tous, dans toutes les synagogues, des Sefer Torah, c'est-à-dire des parchemins écrits sur un parchemin, toute la Torah. La Haftarah est normalement dans un livre imprimé. Et là, on a sur parchemin, d'une grandeur de 80 cm de haut, donc à peu près la même chose qu'une grandeur d'une Torah, les Haftarot qui sont écrits sur un parchemin à la plume, mais en plus enluminé, c'est-à-dire avec des lettres, avec des dessins dans les lettres, et même quelquefois des images.
Par exemple, pour Yom Kippour, Ouais. la Haftara, c'est Jonas, Ouais. c'est-à-dire la baleine. Ouais. Ben, une des lettres est en forme de baleine et il y a un homme qui a avalé. Ah. Et, Et- on sait quelle époque est à peu près? Oui, on date à peu près, c'est Levi Hoffman qui l'a fait dans les années 1730 à peu près, qui a fait ce Sefer de Haftara. Il n'y en a que 3 exemplaires. Alors, il y a, En total. enfin, de Sefer de Haftara Ouais. enluminés de cette façon-là, il y en a, si on recherche tous les livres qui Ouais. parlent de ça, il y en a 5 au monde. Wow. Il y en a un qui a disparu pendant la Shoah. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement unique. Et c'est pour cette raison-là que l'État français a décidé de le classer comme monument historique. C'est extrêmement rare qu'un écrit soit classé Ah ouais. monument historique. Ah ouais. C'est les bâtiments. Là, c'est classé monument historique parce que, je dirais, ça a une telle valeur patrimoniale, non seulement pour nous, Bien sûr, extraordinaire, non, ouais. mais pour l'ensemble de l'humanité, que ça a été classé monument historique. Il y a une histoire que j'ai aimée vraiment, émouvante, et je pense que c'est important, parce que c'est un cas, je pense, unique, qui s'est passé pendant la guerre. Oui, ça c'est la Première Guerre mondiale. En tout début de la Première Guerre mondiale, en 1914, donc des combats importants dans les Vosges, entre l'armée allemande et l'armée française. Et au col de Tintru, il y a un soldat français, chrétien, qui agonise. Il demande un aumônier catholique pour pouvoir faire l'extrême-onction. Il n'y a pas d'aumônier catholique, mais il y a un aumônier juif, il y a un rabbin, Abraham Bloch, qui est juste à côté et qui entend sa demande. Cet homme s'en va chercher un crucifix, et dans l'église la plus proche, et revient avec le crucifix pour lui donner le crucifix. Et là, au moment où il lui donne le crucifix, il y a un obus qui arrive et il meurt. Abraham Bloch est tué par cet obus. Et ça a eu un impact énorme en France, et ça a été quelque chose, il y a eu dans toute la presse, il y a eu des croquis de faits pour montrer l'unité de la nation contre l'envahisseur allemand. Ciao Claudine, on est toujours à Nancy, mais présente-toi et raconte-moi l'histoire des Justes. Oui, bonjour Yitzhak, je suis Claudine Lefebvre. Je vais vous parler de l'histoire des Justes. Nous avons un fait exceptionnel qui s'est passé à Nancy. Il y avait eu lieu à Paris la rafle du Veldiv, qui a été connue à Nancy, et le service des étrangers du commissariat de police de Nancy, dans son entier, et c'est là l'exception, a prévenu tous les Juifs de Nancy en allant de porte en porte pour leur dire qu'il y allait avoir une rafle. Il y a eu ainsi 350 Juifs qui ont été sauvés à ce moment-là. Il y en a eu une trentaine qui n'ont pas pu être sauvés parce qu'ils n'ont pas cru, parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Donc 5 policiers de ce service ont été reconnus justes parmi les nations. Ce qui m'intéresse aussi, à part l'histoire du passé, c'est le présent. Donc aujourd'hui à Nancy, la communauté est vivante, la synagogue, comment ça se passe? Alors, la communauté de Nancy est une communauté extrêmement vivante. Nous avons encore 250 familles, des Ashkénazes, des Séfarades. Nous avons des offices tous les Shabbats. Nous avons un accueil particulier pour les étudiants, parce que nous sommes une cité très estudiantine, des universités, des écoles. Les étudiants juifs trouvent à Nancy un accueil exceptionnel. Nous avons un restaurant communautaire, ils ont leur salle propre, on leur fait des repas tous les vendredis soirs, tous les Shabbats, et ils s'organisent comme ils veulent. D'ailleurs, ils sont très actifs et ils participent à la vie communautaire. Avant de quitter la ville, je retourne à place Stanislas. Un dernier coup d'œil. Je pars avec mon bagage plein d'émotions. Qui connaît la France peut-être qu'il n'a pas le même impact vers les beautés qu'on voit à chaque kilomètre. C'est impossible de ne pas s'arrêter devant la richesse de ce patrimoine. Et je peux dire la même chose du patrimoine juif, culturel et cultuel. François Job m'attend pour me raconter l'histoire juive de Lunéville.
Bonjour Françoise. Bonjour Isaac. Nous sommes à Lunéville, Oui. dans notre voyage dans le judaïsme français. Il y a une synagogue très importante. Et raconte-moi un peu cette histoire. La synagogue a été construite parce que le président de la communauté, à l'époque, le Parnos, qui s'appelait Abraham Isaac Brisac, a eu le culot de demander l'autorisation à l'intendant du roi, Quelle époque c'était? du roi Louis XVI, en 1785. Donc avant la Révolution française. Avant la Révolution, c'est la seule synagogue qui a eu l'autorisation de Louis XVI, grâce à l'intendant du roi pour la Lorraine, pour être construite, parce que les autres synagogues, c'était des maisons qui étaient aménagées en synagogue. Celle-là a été construite, comme on Vraiment dit comme une vraie en synagogue. latin, ab nihilo. Mais pourquoi il avait un attachement particulier à Lunéville pour donner cette... Oui. C'était une famille de Lunéville qui était d'origine messine et qui était venue de l'autre côté du Rhin pour des raisons politiques en France. Parce que Metz, à l'époque, était la communauté juive la plus importante du royaume de France. Eh bien, je vais aller tout de suite voir la synagogue du roi. Nous connaissons tous les noms des artisans qui ont travaillé avant la Révolution et le nom de l'architecte. Comment ça? C'est dans les archives? Oui, j'ai retrouvé les archives de l'architecte qui était réputé perdu depuis 1928, dans un grenier, dans le grenier des archives de Lunéville. Les Juifs ici à Lunéville étaient présents depuis quel siècle? Il y a des traces au Moyen-Âge, mais sans suite, parce qu'ils ont été expulsés de Lorraine et de France, et ils sont revenus petit à petit au XVIIIe siècle, parce qu'ils étaient interdits depuis 1392 dans le royaume de France. Mais la Lorraine ne faisait pas partie du royaume à l'époque. Elle avait un duc qui était le roi de Pologne, l'ancien roi de Pologne, Stanislas Leczinski, qui était le gendre du roi Louis XV. Et puis, alors, il est venu des Juifs d'Allemagne, de Metz, pour travailler à Lunéville. Et en 1785, quand la synagogue était construite, il y avait environ 200 personnes. Je suis dans la synagogue la plus ancienne de France, qui date avant la Révolution française. C'est une émotion unique, vraiment. On rentre dans l'histoire. C'est pas seulement l'histoire juive, mais aussi l'histoire de France. Donc, un lieu très important pour toute la France, et comme je dis toujours, pour les Juifs de tout le monde. Une synagogue, que c'est la mémoire. Ce que c'est très intéressant ici, c'est écrit une phrase en hébreu, Upanita el tfilat avdecha. Tu te pencheras vers la prière de ton serviteur. Mais c'est une phrase qui a dit Salomon quand il a construit le temple. Et ce que c'est intéressant, tu vois, le fil Kinyanam, etc., l'ensemble, vous savez que l'hébreu, c'est alphanumérique. Oui, bien sûr, la valeur numérique. Lettre, oui. Alors, dans l'ensemble, ça fait 1785. La date de naissance de la synagogue. Il n'y avait pas d'ordinateur, hein. Pas d'ordinateur, c'est vrai. Mais les coïncidences suivent mon chemin et les chemins des Juifs. Nous sommes guidés par la transmission.
Après les grandes communautés, j'aime beaucoup passer par les petites villes où il n'y a que quelques familles. La ville de Toul en fait partie. Bonjour. Bonjour Isaac. Jean-Paul. Oui, Jean-Paul Marx. Isaac. Oui. On est à Toul. Oui. Et on est devant la synagogue. Il y a déjà une particularité intéressante. À l'extérieur déjà, il y a une particularité parce que vous savez qu'historiquement, en France, les synagogues ont eu le droit d'être construites, mais d'une manière très discrète. Il ne fallait pas heurter les chrétiens. Tout ce qui était chant devait être fait à bas bruit. Les processions à l'extérieur, surtout, jamais se promener, mais ça ne se faisait pas chez les Juifs, mais jamais à l'extérieur. Et les synagogues étaient toujours construites d'une manière assez cachée, de manière à ce qu'on ne les voit pas pratiquement de la voie publique. Ici, à Toul, symboliquement, il y a vraiment quelque chose au niveau architectural qui prouve l'intégration très rapide des Juifs de Toul à la ville de Toul, alors que c'était tous, on peut dire, des immigrés. Les premiers Juifs sont arrivés à Toul au moment de la Révolution française, seulement. Et ils venaient des départements de la Moselle germanophone, à la frontière de l'Allemagne actuelle, grosso modo dans l'arrondissement de Sarreguemines. C'était des pauvres Juifs parce que s'ils quittaient leur village, c'est qu'ils n'avaient rien à perdre. Ils étaient malheureux, ils étaient colporteurs, enfin vous savez bien. Et donc ils sont arrivés dans cette ville de Toul où il n'y avait aucun Juif. Ils ne parlaient pas français. Ils n'écrivaient pas le français. Yiddish. Ils parlaient un mélange d'allemand, de patois allemand, de yiddish. Et on a par exemple, dans la communauté juive, dans les archives, le livre écrit lors de la création du premier cimetière juif de la ville de Toul en 1806. Et ce cimetière, il est écrit en lettres hébreues, en lettres hébraïques. Et quand on traduit ces lettres hébraïques, c'est de l'allemand. Vu de la voie publique, sur le mur d'enceinte du jardin de la synagogue et du portail, vous avez 4 piliers, et en haut de ces 4 piliers, nous avons 2 fois le T qui symbolise la ville de Toul, mais on a surtout 2 fois des étoiles de David sur la voie publique. Et ça, c'est quelque chose de remarquable à une époque où traditionnellement, les synagogues construites en France devaient être, si possible, invisibles de la rue, ou en tout cas peu visibles de la rue. Et donc ça, c'est bien le signe d'une intégration rapide de la communauté juive à Toul. Tout au cours du 19e siècle, les Juifs, effectivement, se sont rapidement intégrés. Les enfants ont appris le français, les enfants sont allés à l'école. Et on a, au cours du 19e siècle, des membres de la communauté juive qui sont conseillers municipaux de la ville, qui sont même adjoints au maire de la ville. Et donc il y a quelques familles qui ont émergé socialement, qui effectivement ont atteint, sont devenus par exemple banquiers, ce qui est la caricature des Juifs, mais c'était une seule famille qui est devenue banquier. Les autres Juifs sont restés pauvres. C'était des marchands de tissus, des marchands d'étoffes, des marchands de bestiaux, des marchands d'huile, des marchands de chandeliers. Et la masse de la population juive de Toul était pauvre à tel point qu'au milieu du 19e siècle, quand cette synagogue est construite, les services fiscaux de la ville mentionnent que la moyenne des Juifs de Toul est plus pauvre que la moyenne des autres Toulois. Mais pourtant, l'image va rester. Le président de la communauté juive va faire partie d'une famille bloc, ancien marchand de bestiaux venu de Moselle, devenu banquier. Et donc l'image des Juifs, c'était comme toujours la banque, etc. Donc la synagogue, cette synagogue a été construite en 1862, comme je vous le disais, avec beaucoup de difficultés, parce qu'il n'y a que la famille bloc des banquiers qui a pu donner de l'argent, pratiquement, puisque les autres Juifs ne pouvaient pas. Mais c'était l'époque où l'État français, c'était le Second Empire de Napoléon III, subventionnait les cultes. Donc il y a eu des subventions de l'État, il y a eu également des subventions de la ville. À l'époque, c'était autorisé. Et dans la mesure où il y avait des subventions de la ville, l'architecte qui a fait les plans et fait construire cette synagogue était l'architecte municipal de la ville de Toul. Pour moi, une synagogue n'est jamais un musée. Même quand il n'y a plus de communauté, et donc il n'y a plus d'office. Ça reste un lieu sacré. Et devant Sefer Torah, je sens le besoin de lire quelques paroles, les faire vibrer. Là, on parle d'une synagogue on est en quelle région là? En Lorraine. En Lorraine, de Toul.
Et c'est important de parler de cette synagogue pour différents motifs. Oui, parce que cette synagogue est ancienne, elle a été inaugurée en 1862. Sur le plan stylistique, elle est intéressante parce qu'elle est une des toutes premières à donner des formes néo-mauresques, surtout le portail. Donc elle est vraiment originale sur le plan architectural. Mais ce qu'il importe peut-être de savoir et de comprendre aujourd'hui, c'est qu'elle est en péril. C'est il n'y a quasiment plus de communauté à Toul. Et des citoyens de Toul, pas la communauté qui est impliquée, mais des citoyens de Toul ont décidé qu'il fallait conserver cet édifice. Extraordinaire. Il y a aussi le cimetière. Il y a un cimetière juif à Toul. Le premier a été créé en 1806 et le cimetière actuel date des années 1860. Mais pour pouvoir le visiter, il faut demander l'autorisation au président de la communauté juive. Ah d'accord. Et c'est qui? Oh ben ça va aller, c'est moi. À la fin des temps, quand les corps quand tout le monde va ressusciter, et tout le monde va se retrouver à Sion, Jérusalem. C'est pour ça d'ailleurs que les gens, quand ils sont inhumés dans les cimetières juifs, ils sont orientés vers Jérusalem, de manière que quand ils se lèvent en direction de l'Est, directement. Et de même, les enfants sont toujours près de la porte d'entrée ou de sortie, dans ce cas-là, des cimetières, parce que les enfants, ils sont plus petits, et pour ne pas être bousculés par les adultes dans la course effrénée vers Sion, ils sont tout près de la porte pour pouvoir sortir les premiers et pas être bousculés. Merci Jean-Paul. Je dois reprendre le voyage. Mon cœur reste avec toi ici à Toul. Mais je pars avec une promesse, faire connaître ton trésor. Bye. Cette synagogue a été restaurée. Aspetta, Nina. Vado. Ah, pour ce côté-là. Ah, ouais, c'est bien. Bon, là, on peut se mettre comme ça pour que vous puissiez filmer. Non, ça va. Oh, c'est le tour. Tout, giri così. Sinon, clac.